Aujourd'hui, on est là pour écouter Vincent Nozick de l'université Gustave Eiffel, l'école des ponts Paris-Tech aussi, et CNRS, et sur l'introduction aux algèbres géométriques et leurs aspects calculatoires. Vincent, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous, et puis merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir parler un petit peu d'algèbre géométrique. Alors, moi, je vais couper ma caméra parce que pendant que je parle, c'est pas forcément la peine de voir ma tête. Puis je remettrai s'il y a des questions ou à la fin. Euh, voilà. Donc, je reprends le focus. Voilà. Donc, en gros, les motivations hein, de ce talk, en fait, c'est surtout, on va dire, une sorte d'effort de communication vis-à-vis de la communauté d'informaticiens. Il se trouve que les algèbres géométriques, c'est un outil qui est principalement dominé par les matheux et puis par les physiciens. Et en fait, on se rend compte que, en fait, en informatique, alors d'une part, il y a des choses à faire hein, côté informaticien, mais surtout, ça peut nous aider. C'est des outils qui peuvent nous aider surtout pour la géométrie. Voilà. Et donc, en ce moment, ce qui est en train de se passer là depuis une petite dizaine d'années, mais surtout en ce moment, vraiment en ce moment depuis 2-3 ans, c'est que les informaticiens commencent un peu à s'approprier ce genre d'outils. Et donc moi, j'essaie de communiquer là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est un outil qui est sympa, qui est intéressant. Voilà, bon, enfin, on verra dans la question de discussion à la fin ce que vous en pensez. Voilà. Alors, là, juste avant de commencer, un petit, pour les notations, en gros, on va parler de vecteurs pas mal, et souvent les vecteurs, on les met comme des colonnes de nombres, et là, on va plutôt nous les exprimer comme des sommes formelles, hein, en gros des coefficients associés à des vecteurs de base. C'est rien de particulier, c'est juste que je vous préviens, on va dire, dès le début. Et on va voir principalement trois produits sur les vecteurs qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas forcément super connus. Et on va commencer par le premier, qui s'appelle la hauteur product, et qui a été défini par Hermann Grassmann. Donc, en fait, ça fait un petit bout de temps hein, que ça existe. Le souci de Hermann Grassmann, c'est que, alors, on dit, hein, enfin, c'est pas qu'on dit, hein, c'est que c'était comme ça. Il explique tellement mal que, en fait, de son vivant, on n'a rien compris de ce qu'il a fait. Mais après sa mort, on a commencé à se dire, en fait, non, c'était pas mal du tout ce qu'il a fait. En fait, c'était vraiment super. Notamment, il a fait plein de produits, mais notamment celui-là, Outer Product, il est vraiment bien. Donc, je vais commencer par celui-là, puis après, j'en mettrai deux autres. Alors, le outer product, souvent, on l'écrit comme ça, avec un chapeau, et on lit A wedge B, si A et B sont des vecteurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce produit, on peut le définir uniquement avec une phrase en français, enfin une phrase, on va dire, pas mathématique. Ça exprime une surface orientée générée par le parallélogramme engendré par A et B, deux vecteurs. Donc, si je dessine deux vecteurs, A et B, j'imagine la surface de ce truc-là, et puis je me dis, voilà, ça, A wedge B, ce serait la surface de ce truc-là. Et orienté, ça veut dire que si je fais B wedge à la place, j'ai un signe qui change. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Et alors, en corollaire de ça, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, alors, donc le côté asymétrie hein, anticommutatif, très bien, hein, mais si je remplace, si je fais A wedge A et que je les permute, les deux A, là, j'obtiens moins A wedge A, hein, parce qu'on a dit que c'était c'est anticommute. Hein. Et la seule façon d'avoir quelque chose égale moins quelque chose, c'est que quelque chose soit nul. Hein. Et géométriquement, si on fait un dessin, on se rend tout de suite compte que, effectivement, hein, si B tend vers A, cette surface tend vers 0. OK, très bien. Alors, les propriétés de ce produit, il y en a plein. Hein. Je ne vais pas toutes vous les faire. J'en ai mis quelques-unes ici. Ce qui est sympa, c'est que toutes ces propriétés-là, en fait, on peut toutes les retrouver avec un dessin. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça fait marcher l'intuition. Et je pense qu'en informatique, des fois, on aime bien avoir de l'intuition. Et du coup, voilà, c'est pas mal. Alors, nous, il n'y a que, au final, hein, si on retient juste cette règle-là, hein, que c'est anticommute, et que surtout A wedge A, quel que soit A, hein, ça fait 0. Si on retient ça, c'est pas mal déjà. Hein. Voilà. Et ça suffira en plus hein, pour le talk d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je wedge deux vecteurs, ce que j'obtiens, c'est un nom Excuse-moi. particulier. Oui. La slide d'avant, tu avais deux opérations d'affilée. Est-ce que du coup, c'est un volume ou... Ah, t'anticipes, c'est dans 3 slides. D'accord, pardon. Pas de souci. Donc là, en gros, si je wedge deux vecteurs, j'obtiens un bivecteur. Hein, voilà. Et alors, ce bivecteur, il est exprimé dans une nouvelle base. Alors, je mets deux exemples hein, pour vérifier qu'on a bien tout compris. Hein. Si j'écris 3E1 wedge 2E1, alors les scalaires, on peut les multiplier ensemble et puis les mettre devant. Hein, donc, ce n'est pas un souci.
Mais comme j'ai E1, wedge 1, ben non, ça fait 0. Ça, A wedge A, ça fait 0. Par contre, si j'ai 3 E1, wedge 2 E2, bon, ben, E1 et E2, c'est deux vecteurs de base différents. Et ce que j'obtiens, ben, donc les scalaires, je peux les mettre devant, 6. Hein. Par contre, ben, j'obtiens E1, wedge E2. Alors, ce truc-là, en fait, eh bien, c'est une nouvelle base. Et par souci de lisibilité, on va l'écrire E12 directement. Voilà. Et donc, E12, c'est ni l'axe E1, ni l'axe E2, c'est un nouvel axe qui a été engendré. Voilà. Donc c'est quelque chose d'un peu, c'est voilà, un nouveau vecteur de base. Voilà. Donc, si on regarde, alors mettons, on se place en 3D hein, et on regarde les bivecteurs en 3D. Bon, ben, je prends deux vecteurs, hein, A et B, qui ont chacun trois composantes, X, Y, Z. Hein, voilà, bon. Ben, quand je fais le wedge, alors si je prends toutes les propriétés que je vous ai montrées tout à l'heure, ben, en fait, on est capable de montrer que les calculs, ça donne ça. Ce n'est pas très compliqué, mais je vous épargne ça, je vous donne directement le résultat. Et quand on regarde ce truc-là, par rapport aux composantes, hein, si on regarde bien et qu'on est habitué un petit peu à manipuler ce genre de choses, on se dit, mais attendez, ça ressemble vachement au produit vectoriel. C'est les mêmes composantes à chaque fois, à x, b, y, etc. C'est les mêmes composantes. En fait, moi je dis, voilà, ça ressemble beaucoup au produit vectoriel, mais il y a deux grosses différences. Le produit vectoriel, il est défini que dans R3. Il n'est pas défini ailleurs. Hein. Alors, la deuxième différence que je n'ai peut-être pas écrit, hein, c'est que ben, là, quand on fait le produit vectoriel de deux vecteurs, on obtient un vecteur. Alors que là, quand je fais le produit vectoriel, quand je fais le wedge de deux vecteurs, j'obtiens un bivecteur. C'est quelque chose de différent quand même. Hein. Mais bon, les composantes sont les mêmes. Bon, autre chose, c'est que le outer product, là, il est associatif. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, au final, hein, ce qu'on voit, hein, c'est que le outer product, il a l'air de pouvoir faire ce que fait le cross product, mais pouvoir aussi en faire plus. Il est valable quelle que soit les dimensions, il est associatif. Bref, ça a l'air pas mal. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les bivecteurs. Et ben, c'est la question qu'on vient de poser juste avant. Ouais, mais si je wedge 3 vecteurs, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens un trivecteur, et pareil, ben, qui exprime un volume, lui-même également orienté. Alors un volume orienté, on voit moins ce que c'est, mais c'est juste avec un signe devant, c'est tout. Et également qui s'exprime dans une nouvelle base. Alors quelle base ça va être? Eh ben, si on regarde un petit peu, quand on se place en 3D, l'ensemble de tous les vecteurs de base qu'on peut avoir, ben c'est facile. Si j'étais en 3D, moi j'ai E1, E2, E3, c'est genre X, Y, Z, on va dire. J'ai mes bivecteurs, ben j'en ai 3 également. J'ai E1, 2, E1, 3 et E2, 3. J'en ai ni plus ni moins. Et j'ai un seul trivecteur, c'est E1, 2, 3. Je ne peux pas en avoir plus parce que si ben, ce truc-là, c'est E1, wedge 2, wedge 3. Hein. Si je le re-wedge avec E1 ou 2 ou E3, ben, ça va faire 0, hein, parce que j'ai E1, wedge 1 à un moment qui va arriver, hein, donc ça ne va pas le faire, ou pareil pour 2 ou 3. Donc là, je suis obligé de m'arrêter là. Voilà. Et j'ai un autre vecteur de base qui est un peu particulier, qu'on ne connaît pas trop, enfin qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est juste pour les scalaires. Mais dire les scalaires, ils ne font pas partie des vecteurs. Donc j'ai les scalaires d'un côté, puis de l'autre côté, des vecteurs de base. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est un peu histoire de montrer ce qu'on peut avoir comme vecteur de base à partir de ce produit extérieur. Voilà. Là, tout à l'heure, j'étais en 3D, là, je me mets en 4D pour un exemple un peu plus intéressant peut-être. Et là, je vais parler d'un nombre un peu spécial, c'est le pseudo-scalaire. Ben, si je suis en 4D, j'ai 4 vecteurs de base, hein. J'ai E1, E2, E3 et E4. Si je les prends tous et que je les wedge tous ensemble, ben, j'obtiens ce truc-là, le pseudo-scalaire. Et alors, dans ce talk, on ne va pas beaucoup se servir du pseudo-scalaire, mais moi, ça m'aide à définir autre chose. Ça m'aide à définir une sorte de dual. Hein. Moi, j'écris right complement, mais en fait, c'est comme un dual, on va dire. En fait, si je définis un vecteur x, par exemple, hein, qui s'exprime selon E1, eh bien, son dual, ce sera tout ce qu'il faut rajouter pour au scalaire près, hein, tout ce qu'il faut rajouter pour obtenir le pseudo-scalaire I4. Donc, par exemple, si j'ai un vecteur x qui vaut E1, ben son dual, ce sera E2, 3, c'est E2, 3, 4. Voilà. Bon. Ou par exemple, si x c'est E1, 2, ben son dual, ce sera E3, 4. Alors, pourquoi moi je parle un petit peu du right complement ou du dual? C'est parce qu'il y a un autre produit qui est sympa quand même, hein, c'est le regressive product. Et en fait, on l'écrit comme ça, hein, souvent on dit anti-wedge ici. Hein. Et en fait, c'est quoi l'anti-wedge? On va dire c'est la même chose que le wedge sur U et V, mais à la fin, ben, je prends le complément. Voilà. Donc ça, sans rentrer dans le détail, je ne rentre pas dans le détail de ce truc-là, hein, c'est juste, je vous dis que voilà, ça existe. Et la question qu'on se pose, nous, c'est plutôt à quoi ça sert en fait, hein, ces produits.
Alors, sachant que là, on va dire en 45 minutes, je n'ai pas le temps de vous donner vraiment tout le détail de ces trucs-là. On peut en parler après, hein, mais là, je voudrais surtout vous montrer à quoi ça sert. Et une des façons de vous montrer à quoi ça sert, est-ce que j'ai mis mon timer? Ouais. Pardon. Une des façons de vous montrer à quoi ça sert, c'est de prendre des algèbres. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein des algèbres géométriques. Et je vais prendre la plus facile, Grassmann-Kelley. Et en fait, il s'agit juste de prendre l'algèbre de Grassmann, qu'on vient juste de voir là à l'instant, mais de se placer en utilisant des coordonnées homogènes. C'est ce qu'on utilise souvent, les coordonnées homogènes en synthèse d'image, en vision. Alors, qu'est-ce qui se passe? En coordonnées homogènes, alors, on va dire, représenter un espace 3 dimensions, x, y, z, mais avec cette coordonnée homogène, on est dans P3, autrement dit, on a 4 composantes. Alors, parmi ces 4 composantes, j'ai les composantes habituelles, x, y, z, qui s'expriment selon les vecteurs E1, E2, E3. Bon, ok, ça c'est standard. Et puis, on a notre composante homogène. Alors, on aurait été tenté de l'appeler E4, nous on l'appelle E0 parce que le fait de l'appeler E0, ça marche quelle que soit la dimension, ce sera tout le temps E0. Ce ne sera pas dimension plus 1, c'est plus simple. Et puis, en coordonnées homogènes, on a l'habitude de dire que, alors surtout en synthèse d'image, quand on dit ça, on dit un vecteur, si c'est juste x, y, z, la composante homogène elle vaut 0, c'est que c'est un vecteur. Voilà. Bon. Et puis, si cette composante homogène elle vaut 1, souvent on dit c'est un point. Voilà. Donc, il s'écrit E0 plus les 3 composantes. Voilà. Alors, en vision par ordinateur, on dit plutôt que si la composante homogène elle est non nulle, c'est un point fini. Et puis, si sa composante homogène vaut 0, c'est que c'est un point à l'infini. Et en fait, les deux notations, enfin les deux explications, c'est équivalent, les deux fonctionnent tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec le wedge? Je vais vous donner des exemples et je ne fais aucune démo parce qu'il n'y a pas le temps, puis c'est un peu, c'est pas le plus marrant, les démos. Et là, ce que je vous dis juste, c'est que si on se place, mettons dans R3 par exemple, enfin dans P3, et qu'on prend 2 points, P1, P2, si je les wedge, ce que j'obtiens, c'est l'équation de la droite qui passe par ces 2 points-là. Alors, par équation, je vais expliquer dans 3 slides, j'explique ce que ça veut dire équation, parce que là, on ne voit pas bien pourquoi c'est une équation d'une droite. Mais j'obtiens ce truc-là, en fait, c'est un objet mathématique qui définit la droite qui passe par P1 et P2. Et puis, si j'avais envie, à la place de prendre 2 points, juste de prendre un point de direction, c'est la même formule exactement. Et ça, c'est plutôt cool. OK. Et puis, si j'avais envie de wedger 3 points, en fait, ça me donne l'équation du plan qui passe par ces 3 points. Et ça encore, c'est plutôt cool parce que trouver l'équation d'une droite qui passe par 2 points, normalement, c'est un petit peu, pas très difficile, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Bon. Et puis, alors là encore, si on se dit non, moi, j'ai que 2 points et puis une direction ou 1 point et 2 directions, ça marche encore, c'est les mêmes équations. Ce qui est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'il y a, en gros, ça marche tout le temps. C'est un formalisme qui n'a jamais besoin d'être changé, qui marche tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par équation? Par équation, j'entends ce truc-là ici qui est en bas. Un point P, il appartient à un objet A. Alors, l'objet, ça peut être une droite, un plan, par exemple, dans ce cas-là. Si P wedge cet objet égale 0. Voilà. Et donc, ici, moi, je vous mets les équations. Là, je vous dis, voilà, si on prend 2 points qu'on les wedge, c'est une droite. 3 points, c'est un plan. Et évidemment, si je prends une droite, que je le wedge, qui est déjà le wedge de 2 points, et que je le wedge avec un point, ça me donne encore un plan. Alors, ça, c'est sympa. Mais regardez bien ce qui va se passer. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vachement intéressé quand j'ai commencé à faire un peu de géométrie. C'est le côté dual. Là, on appelle ça le join. Mais si je remplace tous les wedges par des anti-wedges, que je remplace tous les points par des plans et les plans par des points, eh bien, mes équations demeurent. Donc, en gros, là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai remplacé des points par des plans. Il n'y a que les droites, en fait, qui ne changent pas dans cet exemple-là. Et quand je mets l'anti-wedge, ce que j'obtiens à la place, ce n'est pas une construction qui s'agrandit, c'est l'intersection de 2 objets. Par exemple, le premier me dit, écoutez, tout à l'heure, pour faire une droite, c'était le wedge de 2 points. Maintenant, on me dit plutôt, c'est l'intersection de 2 plans. Voilà, donc, je prends 2 plans, je les intersecte avec cet opérateur, et puis ça me donne cette droite dont l'équation n'a pas changé. Le point appartient à la droite si le point wedge droite égale 0. Et puis, on me dit aussi, un point, finalement, c'est l'intersection de 3 plans. Ok, c'est vrai. Et puis, plus sympa encore, c'est qu'un point, c'est l'intersection d'une droite et d'un plan. Voilà. Donc là, en fait, cette petite algèbre, elle permet de faire des… on va dire, je vous donne un exemple de ce que ça permet de faire de façon assez compacte. Si vous avez 2 points rouges ici, U et V, et que vous les wedgez, vous obtenez cette droite, et puis c'est cool, c'est très bien.
Si vous wedgez les 3 points ABC, ben, vous obtenez le plan qui passe par ces 3 points. Et puis, si vous voulez l'intersection, ben, vous dites juste, moi, mon point X, intersection qui est ici un peu au milieu, là, eh bien, c'est juste U wedge V, la droite, que j'intersecte avec le plan ABC. Et en fait, quand on regarde cette équation-là, non seulement elle est très lisible, en fait, on la comprend tout de suite, mais elle est surtout très compacte. En fait, moi, je me dis à chaque fois, je me pose la question, si je demandais à mes étudiants de trouver la droite qui passe par 2 points, le plan qui passe par 3 points et de faire l'intersection, à mon avis, il y a la moitié qui vont se planter en faisant des erreurs numériques ou qui vont se planter. Et puis, ça va prendre 3 pages parce qu'il faut résoudre un système, etc. Là, en fait, en une ligne, c'est bon, ça marche. Et donc, moi, je trouve ça plutôt compact et élégant. Alors, après, la question qu'on peut se poser, c'est, ouais, d'accord, mais en termes de calcul, ça prend quoi derrière? Parce que là, c'est pas clair. C'est pas clair. Un wedge, il y a quoi derrière? Il faut un peu prendre ça comme un peu comme un produit vectoriel, on va dire. Quand j'écris produit vectoriel à notre… Enfin, en fait, derrière, il y a des calculs qui vont se faire et je n'ai pas besoin vraiment de les connaître, moi. Mais si on veut les connaître, ils ressemblent à ça. En gros, là, dans le P3, quand je fais le wedge de 2 points, j'ai quelques multiplications, quelques additions et c'est réglé. En gros, enfin, là, ce que je vous mets, c'est vraiment toutes les équations. Donc, savoir si un point appartient à un plan, c'est 4 multiplications et 3 additions. Je veux dire, donc tout ça, mais en fait, on s'aperçoit que c'est également extrêmement compact et assez propice finalement à être paralysé, on va dire, en FIMD ou des choses comme ça. Donc, ça a l'air éventuellement assez puissant parce que là, je n'ai pas besoin de résoudre le système pour résoudre le problème de tout à l'heure. Alors, pardon. Donc ça, c'était une algèbre, on va dire, ma foi, assez simple. Et maintenant, je vais compliquer un petit peu les choses en vous parlant de 2 produits supplémentaires. Ça va un peu se compliquer, mais ça va bien nous aider pour après. Le premier produit dont je veux parler, c'est Inner Product. Alors, nous, en fait, en français, un produit scalaire, c'est bon, on connaît. On prend 2 vecteurs et puis ça nous donne un scalaire. Et ça, c'est pas un souci, c'est très bien. Nous, la question qu'on se pose, c'est, ouais, si c'est 2 vecteurs, nous, on est d'accord, on sait faire, mais qu'est-ce qui se passe si je prends, par exemple, un bivecteur avec un trivecteur, par exemple? Est-ce que ça me donne un scalaire ou pas? La réponse, malheureusement, c'est non. Ça ne donne pas nécessairement un scalaire. Ça peut donner un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, en gros, il faut définir ce inner product et il est défini comme ça. Alors, moi, je vous montre l'équation. Ce n'est pas du tout la peine de la lire ni de la comprendre. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'elle existe et qu'on peut la coder, l'utiliser et que ça a un sens géométrique. Je ne vais pas m'attarder trop sur le sens géométrique parce que là encore, c'est un petit peu long et puis ce n'est pas vraiment l'objet de ce talk. Alors, la deuxième question qu'il faut se poser, et celle-ci, c'est vraiment une question pour les informaticiens. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu de la bouche d'un informaticien. Est-ce qu'on a le droit de choisir son produit scalaire? Et en fait, ça, c'est une question, on va dire, au niveau des matheux, c'est évident que oui. Chez les physiciens, c'est évident que oui. Et chez nous, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Nous, souvent, quand on fait un produit scalaire, on se dit, moi, je me place dans un espace euclidien, c'est une base orthonormée, où chaque vecteur square a 1 avec lui-même et est orthogonal avec tous les autres. Bon, ça, c'est ce qu'on utilise nous, mais en fait, on pourrait très bien, c'est ce que font les physiciens, utiliser des bases qui ne soient pas orthonormées. Et typiquement, un produit scalaire où parfois, il y a un vecteur, lui, quand on le met au carré, il fait -1. Ça c'est l'espace de Minkowski, c'est très utilisé en physique. Et ça se fait. Donc, en informatique, on ne s'autorise pas trop à le faire, mais on devrait. Il y a même, on va dire, ça s'appelle une métrique, ce truc-là. C'est une métrique, c'est quand on propose un produit scalaire. Et en fait, il y en a même, on peut même avoir quelque chose ici, là, de vecteurs un vecteur, quand on calcule sa norme, ça fait 0, quoi, voilà. Donc, c'est possible. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser, nous, on va utiliser notamment cette métrique, par exemple, tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'était pour le inner product. Et pendant que j'y suis, dans la foulée, je vais présenter un deuxième produit qui s'appelle le produit géométrique, qui a été introduit par Clifford. Et en fait, c'est juste la somme du inner product et du outer product. Donc, il dit, tiens, je vais faire la somme des deux. Alors, ça ne vient pas de nulle part, c'est parce que ni l'un ni l'autre, inner ou outer, n'est inversible comme produit, alors que la somme l'est. C'est quelque chose d'intéressant quand même. On est capable de calculer un inverse. Alors, attention, alors je mets un gros warning, mais on s'en fout un petit peu dans cette présentation. C'est que cette équation, elle est valable que si
au moins A ou B est un vecteur. C'est-à-dire que si par exemple A et B sont des bivecteurs ou des trivecteurs, ce n'est pas cette formule-là qu'il faut prendre, c'est un peu une autre. Mais voilà. Ah, et autre chose que, que je n'ai pas dit, c'est que là, quand je fais le produit géométrique, je ne mets pas de signe, en fait. Je mets juste AB, il n'y a pas de symbole. Quand il n'y a pas de symbole, c'est le produit géométrique. Voilà. Et donc, la motivation de ce produit, ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'inverser. Et peu importe la formule, on s'en fout un peu, ce n'est pas très intéressant pour nous. Alors, je vais juste vous montrer une propriété, moi, qui me paraît vraiment fondamentale de ce produit géométrique. C'est juste pour vous donner de l'intuition pour ce qui va suivre après. Là, si je prends un vecteur de base, mettons EI, et que je fais le produit géométrique avec lui-même dans une base orthonormale. La base orthonormale, c'est quand j'ai défini mon produit scalaire, hein, j'ai dit, ben voilà, au niveau du produit scalaire, c'est orthonormal. Et donc, ben, là, quand je fais EI, géométrique EI, ben, si je prends ma formule ici, ben, ça va être le inner plus la hauteur, mais la hauteur, ça va faire 0, hein, parce que EI wedge EI, ça fait 0. Hein, donc, il ne me reste que le inner. Et puis, comme c'est une base orthonormale, ça fait 1. Si je prends deux vecteurs de base différents, EI et EJ, ben là, c'est un peu le contraire. Hein. Comme ils sont orthogonaux, ben le produit scalaire, ça fait 0. Il ne me reste plus que le wedge. Et le wedge, on a dit que je pouvais l'écrire comme ça. Hein. Je peux simplifier l'écriture, EIJ. OK, très bien. Alors, là, on s'aperçoit que si EI et EJ, c'est deux vecteurs différents, ben, ça anticommute parce que, en fait, EI et EJ, enfin, le wedge, il anticommute. Hein. Donc là, EI, EJ, c'est moins EJ, EI. Bon, OK, hein, parce que c'est de bases différentes, c'est parce que c'est ce qu'on vient de voir dessus, hein, c'est le wedge product. Et maintenant, voilà ce qui est vraiment intéressant pour nous. Si je prends ce EIJ, là, donc ce bivecteur, hein, c'est vraiment un bivecteur, et que je le mets au carré, au sens du produit géométrique, hein, ben, j'obtiens ça, EIJ fois EIJ. Et puis EIJ, on avait dit tout à l'heure que c'était, je pouvais l'écrire quand même EI, ben, géométrique EJ, hein, ça passe aussi, hein, voilà, je peux l'écrire comme ça. Hein. Bon. Et en plus, juste avant, on a dit que ça anticommute. Donc, si je prends les deux premiers, là, EIJ, et que je les commute, ben, j'ai juste un moins rajouté devant. Très bien. Et alors maintenant, je m'aperçois que les deux termes du milieu, EI, EI, ben c'est le premier truc qu'on a dit, ça vaut 1. Je peux l'enlever. Et je me retrouve avec moins EJ, EJ, ben qui vaut 1 au milieu aussi. Et à la fin, ça vaut moins 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'une base euclidienne, vraiment un truc, un référentiel orthonormé, j'obtiens un nombre complexe. C'est quelque chose, quand je le mets au carré, il fait moins 1, c'est un nombre complexe. Alors, autrement dit, et c'est là que moi, ça me paraît intéressant, c'est que là, quand je vais utiliser ces outils-là pour faire de la géométrie, je vais avoir les nombres complexes qui sont cachés dans mon algèbre. Je n'ai pas nécessairement besoin de le savoir hein, qu'ils y sont. Si je suis juste un utilisateur, je n'ai pas besoin de le savoir. Mais par contre, les nombres complexes, c'est un outil qui est assez puissant pour faire plein de choses. Et en fait, ben, sans que je le sache, il va y avoir des calculs intéressants, qui vont probablement m'intéresser, faits par ces nombres complexes. Voilà. Donc là, c'était peut-être une petite introduction sur ce produit géométrique. Et ce qui va me permettre de vous parler d'une autre algèbre. Je vais vous parler de 3 algèbres aujourd'hui. Hein. On a vu Grassmann-Calais tout à l'heure. Là, je vais vous parler d'une algèbre qui s'appelle PGA, et puis tout à l'heure, CGA. Alors, celle-ci, elle s'appelle projective géométrique algébra, mais elle a changé de nom maintenant. Mais bon, c'est la même chose. Elle n'est pas si vieille que ça, finalement. Elle a 10 ans. Elle a eu du mal à décoller à cause des matheux. Les matheux ne comprenaient pas pourquoi en synthèse d'image, on aurait besoin de coordonnées homogènes. Mais en fait, là, depuis que les informaticiens arrivent, ça marche vraiment bien. Il y a plein de propriétés qui sont vraiment impressionnantes dans cette algèbre. Et je vais vous parler de 10% de ce que ça peut faire. Mais j'ai choisi ces 10%-là parce que je crois que c'est pas mal, mais bon, voilà. Donc, en gros, la première chose que je veux vous montrer, c'est si je fais un sandwich de vecteurs avec le produit géométrique. Un sandwich, c'est dire, je prends un vecteur B et puis je l'entoure d'un vecteur A de chaque côté, hein, avec le produit géométrique. Et alors, je pars du principe, pour simplifier, que c'est des vecteurs qui sont normés. S'ils ne sont pas normés, ce n'est pas grave. Hein. Et alors, là, j'ai préparé quelques calculs, mais en fait, je crois que ce n'est pas marrant de les faire. Donc, éventuellement, je vais peut-être... si je peux vous les faire. Allez, donc en gros, on va voir un petit peu ensemble. Hein. Donc là, j'ai mis des parenthèses. On va commencer à droite. Hein. Et donc, je dis B et A, c'est des vecteurs. Donc, je peux utiliser la formule du produit géométrique, hein, donc inner plus la hauteur. Hein. Et puis, je peux même, j'ai le A, je vais distribuer par rapport à l'addition. Hein. Donc, je dis que c'est... Alors, oui, peut-être première chose, B inner A, c'est le produit scalaire. Hein. Donc, je mets cosinus alpha, ou alpha, c'est l'angle ici. Hein. Et puis, je distribue. Donc, j'ai A fois ce cosinus, hein, plus A fois B wedge A. Ici, là, entre les deux, là, c'est un produit géométrique. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand c'est le produit géométrique et qu'au moins un des deux termes est un vecteur, on a le droit d'utiliser la formule du produit géométrique. Autrement dit, j'ai le droit de distribuer et de dire que c'est
A wedge, ce truc-là, plus A inner, ce truc-là. Ben ouais, mais A wedge B wedge A, ça fait 0 parce que j'ai dans l'histoire, là, si je commute les deux, là, eh bien j'ai A wedge A, hein, donc ça fait 0. Donc il me reste que cette chose-là, ici, là, A inner B wedge A. Ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais en deux mots, quand on a deux objets de grade, alors le grade, c'est le nombre de vecteurs que j'ai wedgés ensemble, de grades différents, mais le résultat, en fait, il est nécessairement inclus dans l'objet de grade élevé et orthogonal à l'objet de grade faible. Autrement dit, ce que j'obtiens à la fin, c'est quelque chose qui est selon A orthogonal à A. En gros, si je vous fais un dessin, c'est le premier terme que j'ai là, à cos alpha, ce serait ce truc-là. Et puis, le deuxième terme, là, pour le sin alpha, ce serait de ce côté-là, parce que j'ai, en fait, dans cette base-là, ça va vers le bas, on va dire. Donc, du coup, si je regarde, alors, déjà, si je repense à B, là, mon vecteur B, moi, mon vecteur B, je l'aurais bien écrit, A cos alpha, moins ce truc-là, moins A orthogonal, etc., pour remonter ici, orthogonal sin alpha. Donc, j'aurais bien écrit comme ça. Autrement dit, là, ce que je viens de calculer juste au-dessus, là, ABA, en fait, j'ai l'impression que c'est une réflexion. C'est juste la réflexion de B par rapport à A. Et en fait, c'est le cas, hein, c'est une réflexion. Alors, là, on pourrait se dire, ouais, enfin, une réflexion, ce n'est pas quelque chose de ouf, quoi. Ce n'est pas quelque chose de vraiment super incroyable. Et en fait, on va voir qu'on peut faire des trucs bien avec une réflexion. Alors, peut-être juste avant de vous parler de ce qu'on peut faire avec une réflexion, je voudrais juste vous dire que, en fait, si je fais un sandwich avec un objet plus compliqué qu'un point, mettons X, wedge Y, wedge machin, wedge Z, en fait, je peux distribuer tous ces sandwichs. Et ce que j'obtiens, c'est le sandwich de X, wedge le sandwich de Y, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'avais construit un objet compliqué, bien en fait, ce que j'obtiens, la réflexion d'un objet compliqué, ça marche bien, puisqu'en fait, c'est le wedge des points qui sont eux-mêmes réfléchis. Donc en gros, ça va fonctionner quel que soit l'objet. Alors écoutez bien celle-là, hein. Ça veut dire que quel que soit l'objet, pour l'instant on a vu que les droites et les points, les droites et les plans, mais quel que soit l'objet, en fait, si je veux lui faire une réflexion, c'est la même notation. Ça c'est peut-être pas mal, hein. Alors vous noterez que j'ai mis un -1 ici, c'est au cas où les vecteurs ne soient pas normés, et ce n'est pas très important. Voilà. Bon, si A n'est pas normé, là ça marchera quand même. Ok, alors là vraiment c'est une question importante. À quoi ça sert de faire deux réflexions? De faire des réflexions, est-ce que c'est vraiment utile? Et pour ça, je vais passer ici. Je ne sais pas si vous voyez, oui, je pense que oui, vous voyez encore voilà. Oui, c'est bon, ça marche bien. Donc là, ce que j'ai sur cet écran-là, c'est quelque chose d'un peu interactif. Là, j'ai deux droites en bleu, comme ça, hein. On va dire, c'est les axes de réflexion. Et puis, j'ai un objet ici, j'ai mis un petit carré en bleu, là. Et ce qu'on va voir, c'est là, je fais une double réflexion. La première réflexion, c'est je prends le petit carré bleu et puis j'en fais sa réflexion par rapport à la première droite qui me donne le truc vert. Donc, on voit, hein, ça marche, hein, effectivement, hein, le vert, c'est bien le réfléchi de bleu. Ensuite, j'ai une deuxième réflexion, et celle-ci, elle prend vert pour donner rouge. Et donc là encore, hein, on voit qu'effectivement, rouge, c'est bien le réfléchi de vert par rapport à cette deuxième droite. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on regarde le lien entre bleu et rouge, on s'aperçoit que là, on a une rotation. C'est-à-dire qu'en fait, rouge, c'est le rotaté de bleu, et l'angle de rotation, on a l'impression que c'est le double de l'angle entre ces deux droites-là. C'est-à-dire, en gros, je pourrais peut-être, je sais pas, moi, faire un peu autrement, mais si je fais à peu près 45 degrés, écoute, et que j'arrive à récupérer mon point, peut-être, j'arrive plus à récupérer mon point. Ok, super, je relance la page. Eh bien, en tout cas, voilà, on voit qu'on a une rotation, et puis voilà, c'est cool, quoi. Et puis surtout, ça marche bien, quoi. Alors, ce que ça veut dire, ce truc-là, je reviens sur mes slides, hein. Ah oui, alors, première question déjà, hein. Ouais, mais là, c'était en 2D, mais en 3D, est-ce que ça marche aussi? Ouais, ça marche aussi. Regardez, si on prend le vecteur rouge, là, ici, là, et en premier, on fait sa réflexion par rapport au vecteur A, puis sa réflexion par rapport au vecteur B, en fait, là, je suis en train de faire une rotation. Alors, globalement, ça marche en toutes dimensions. Et ça, c'est chouette. C'est quelque chose de plutôt chouette. Donc, finalement, deux réflexions, moi, ça me permet de faire une rotation. Bon, c'est plutôt cool, hein, d'accord. Si on regarde d'un peu plus près ces deux réflexions, en fait, on voit, là, je les ai appelées AB, en fait. Hein, je prends le X. En premier, j'ai sandwiché avec B et puis B-1, après avec A et A-1. Voilà. Et si je prends juste le AB ici, je dis que c'est une rotation, en fait, hein, parce que ça me fait une rotation. Et si je regarde les calculs,
je m'aperçois que ce truc-là, en fait, ça fait cos alpha sur 2. Alors, alpha, c'est cet angle. Enfin, alpha sur 2, c'est l'angle entre les deux droites. Et ça me génère une rotation d'angle alpha, de bleu vers rouge, plus sinus alpha sur 2 fois L, où L, c'est un bivecteur. Et alors, ce qui est marrant, c'est que si je regarde de plus près ce bivecteur, ici, là, ben, en fait, ses bases, c'est E12, E13, E23. Et vous vous souvenez, les bivecteurs dont on a parlé tout à l'heure, là, on a dit qu'on les met au carré, ça fait -1. Et en fait, là, on s'aperçoit clairement que ce qu'on vient d'écrire, c'est un quaternion. Alors, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est un quaternion, enfin, bah, c'est un scalaire plus, voilà, plus ce truc-là. Donc, alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on vient de montrer, c'est non seulement que les nombres complexes, ça nous a aidé un peu là-dessus, hein, pour faire ça, pour faire des rotations. Ça montre qu'un quaternion, finalement, c'est 2 réflexions successives. C'est quand même plus simple à comprendre, hein, un quaternion, que les nombres qu'on les met au carré, ça fait -1, on ne comprend pas trop. Là, on se dit non, en fait, non, c'est juste un quaternion, c'est juste 2 réflexions successives. Premièrement. Et deuxièmement, nous, ça marche quelle que soit la dimension. Les quaternions, définis par Hamilton, hein, c'est en 3D, c'est juste en 3D, ça marche pas autrement. Mais là, maintenant, ça marche quelle que soit la dimension, ce qui est plutôt cool aussi. Alors, ça, c'était peut-être une première chose, mais il y a une deuxième chose, une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe si les deux axes, A et B, sont parallèles? Alors, je vais essayer de faire ça un peu avec le dessin, là. Donc là, si je prends mes deux droites là, et je commence un peu à les rendre parallèles, alors je vais essayer de faire ça correctement. Bim, 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 bim. Voilà, bon, là, on va dire que c'est parallèle. Donc, on s'aperçoit que vert, c'est toujours la réflexion de bleu par rapport au premier axe, que rouge, c'est encore la réflexion de vert par rapport au deuxième axe. Et maintenant, si vous regardez que la relation entre bleu et rouge, on s'aperçoit que rouge, c'est le translaté de bleu. Voilà, et ça marche partout, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire avec cette double réflexion, c'est une translation. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Alors, pour la faire bref, on peut combiner des rotations et des translations en mettant, alors c'est pas en mettant les axes correctement, c'est en définissant des rotations, des translations et puis en les multipliant, comme quand on fait des matrices de transformation. En fait, quelque chose d'encore plus chouette, c'est que quand on fait des translations et des rotations, ce qu'on obtient mathématiquement avec nos équations-là, c'est un quaternion dual. C'est exactement un quaternion dual. C'est pas à peu près, c'est exactement ça. Un quaternion dual, c'est ce qui permet de faire des rotations et des translations. Et alors, en quoi c'est intéressant d'utiliser des quaternions ou quaternions duaux plutôt que d'utiliser des matrices de rotation et de translation ce qu'il faut voir, c'est que quand vous voulez faire une interpolation de rotation, par exemple, la seule façon que vous pouvez faire avec des matrices de rotation, c'est d'interpoler l'angle. De dire, tiens, à chaque fois, je reconstruis ma matrice avec le nouvel angle que je suis en train d'interpoler. Mais si vous faites l'interpolation de 2 matrices de rotation, ça ne vous donnera pas une matrice de rotation. C'est autre chose. Hein. Enfin, ou alors, vous avez de la chance, hein, mais sinon, ça ne donne pas une matrice de rotation. Alors qu'avec les quaternions, si vous faites l'interpolation de 2 quaternions, vous avez un quaternion. Autrement dit, vous avez toujours une rotation. Et alors, un truc qui est pas mal utilisé en animation, c'est qu'on a tendance à exponentialiser les quaternions de telle sorte que non seulement j'obtiens une rotation interpolée, mais qu'en plus, la rotation, la vitesse angulaire soit uniforme. Et donc, en gros, ça s'appelle des slers par ici. Et donc, en fait, ce qu'on nous, on peut faire en algèbre géométrique, c'est on peut exponentialiser tous nos opérateurs. Et donc, ça veut dire que ce soit les translations ou les rotations, on a tout le temps les meilleures interpolations. Voilà. Donc, par rapport à l'algèbre linéaire, nous, on est capable d'interpoler des transformations qui incluent des rotations. Et en plus, on est capable d'avoir une vitesse angulaire constante si on exponentialise. Et contrairement aux quaternions et aux quaternions du haut, nous, ça marche quelle que soit la dimension. Voilà. Alors ça, c'était une toute petite partie de PGA, mais en fait, dans PGA, il y a 1000 autres trucs qui sont super, super bien, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et ah oui, peut-être une dernière chose pour côté implémentation pour PGA. Il y a une implémentation qui s'appelle Klein en C++, qui est vraiment dédiée à PGA en 3D. Hein. Et en fait, quand on la compare à GLM, alors pour ceux qui connaissent, enfin qui connaissent pas, GLM, c'est un complément d'OpenGL qui gère plein de choses, les matrices, etc., et les quaternions. Et c'est quelque chose de très, très, très utilisé, hein, même par les professionnels. Hein. Pour les jeux vidéo, etc., c'est quelque chose d'ultra performant. Et en fait, parce que ça a été fait, je ne sais plus par qui, mais par des super forts. Quoi. Bon, Klein, ça va plus vite que GLM pour tout ce qui est quaternion, etc. Autrement dit,
ça pour dire que voilà, quand on sait un peu ce qu'on est en train de faire, ben, ça marche bien, quoi, voilà. Donc là, typiquement, vous voulez faire des quaternions, ben, oubliez GLM, prenez Klein, ça ira plus vite. Et pareil pour les quaternions du haut. Voilà. Et si vous l'utilisez, en fait, Klein, ça a été fait pour faire croire qu'on utilise juste des quaternions du haut, mais en fait, c'est vraiment, vous faites de l'algèbre géométrique. Hein. On ne vous le dit pas trop pour ne pas vous faire peur, mais en fait, c'est de l'algèbre géométrique. Voilà. Mais par contre, vous ne voyez pas, hein, parce qu'en fait, on se dit, comme en 3D, c'est des quaternions, voilà, c'est tout pareil. OK, donc ça, c'était pour PGA, et je regarde, j'en suis niveau de temps. OK, c'est bon, on est bien. Alors, là, je vais vous parler un petit peu d'une autre algèbre qui s'appelle l'algèbre conforme. Là, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous en dire 10% de cette algèbre-là, mais je vais vous montrer 2-3 trucs quand même, juste histoire, enfin, quelques propriétés moi, qui me semblent sympas. Hein. Mais pareil, hein, il n'y a aucune démonstration. Alors, la première chose peut-être que je peux dire, c'est que quand on définit une algèbre, la première chose qu'on fait, c'est qu'on définit sa dimension. Et là, ben, on a envie de définir un objet en 3D, donc j'ai toujours E1, 2 et 3, x, y, z. Hein. J'ai toujours le E0 tout à l'heure, c'est la coordonnée homogène, mais là, en fait, j'ai une cinquième composante. Ça commence à faire beaucoup. J'ai une cinquième composante qui s'appelle l'infini, et on va voir tout à l'heure à quoi elle sert. Alors, quand je définis une algèbre, il faut aussi que je définisse une métrique, hein, un produit scalaire, on va dire. Et celui-là, il a cette tête-là. C'est un peu particulier quand même. Hein. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Alors, ensuite, on va définir ce que c'est qu'un point et un vecteur. Alors, le vecteur, c'est facile, c'est toujours pareil. Hein, c'est le x, y, z de tout à l'heure, sans le coordonnée homogène, sans le infini. Bon, c'est cool, on voit bien ce que c'est. Hein. Par contre, un point, c'est un peu particulier. Le point, c'est toujours le vecteur, ici x, y, z, plus la composante homogène. Donc là pour l'instant, c'est le... Là, on est en géométrie projective. Hein. Simplement, je vais quand même rajouter un dernier terme. Et ce dernier terme, il est selon l'infini, et c'est 1/2 de la norme au carré de ce vecteur x. Là. Alors, c'est un peu particulier. On se dit, mais pourquoi on a besoin de ça? Eh bien, vous allez voir. À quoi ça peut servir? Ça va servir à ça. Alors, en gros, si je wedge 3 points, tout à l'heure, on obtenait un plan avec Grassmann-Keller, on obtenait un plan. Là, on obtient en fait un truc un peu différent. On obtient le cercle qui passe par les 3 points. Et ça encore, moi, je trouve que c'est assez sympa. On obtient quelque chose de rond, on va dire, qui appartient à la famille des objets ronds. Et quand on se pose la question de savoir, moi, comment j'aurais fait pour exprimer un cercle en 3D, c'est chiant. On voit tout de suite que c'est pénible, en fait. Hein. Cet objet-là, trouver son équation, c'est horrible. Et l'exprimer autrement, ben, la seule façon qu'on puisse utiliser, c'est la seule façon. Il y a une façon à laquelle on peut penser, c'est de se dire, bon, ben, OK, ce serait peut-être l'intersection d'un plan et d'une sphère. Donc, en fait, quelque chose, il est sur le cercle. S'il est à la fois sur le plan et sur la sphère, bah, c'est relou, en fait. Hein, c'est pénible. Hein. Là, en fait, on prend 3 points, on les wedge, et puis ça donne l'équation du cercle. Et ça s'étend bien à les dimensions. Ah oui, alors, justement. Et comme avant, ça, ce sera toujours valable. Hein. Un point, il appartient à l'objet si le point wedge l'objet égale 0. Voilà. Et alors, ça s'étend bien à la dimension, enfin, aux sphères. Si je wedge 4 points, eh bien, ça me donne l'équation de la sphère. Bon, ben, ça encore, c'est cool. Hein, c'est une bonne façon. Des fois, on est content de pouvoir construire une sphère à partir de 4 points. 4 points de contrôle, ça peut être cool, ça. Sans avoir à résoudre des équations, etc. OK et avec les mêmes équations. Alors, il y a un truc qui est très sympa, c'est que quand on prend un point, mettons, allez, je prends ce point-là, par exemple, si je commence à l'éloigner et que je le mets à l'infini, ben, j'obtiens un cercle de rayon infini et de centre infiniment loin. Et en fait, ce truc-là, ben, c'est une droite. Hein. Et ça s'écrit comment? Ben, nous, ça s'écrit P1 wedge P2, wedge E infini. Si j'écris ce truc-là, en fait, ben, c'est la droite qui passe exactement par P1 et P2. Autrement dit, là, on est en train de dire que finalement, les cercles et les droites, c'est un peu la même famille, en fait. Hein. C'est même un peu le même objet. Simplement, ben, il y a un point il y a une petite différence. Voilà. Il y a un des points de contrôle qui est à l'infini. Si on regarde les équations qui sont derrière, parce qu'on peut aussi avoir une forme implicite de ces équations, on s'aperçoit que ça change aussi, évidemment. Voilà. Bon, avec les mêmes équations ici, en dessous. Alors, pareil pour, la sphère. Hein. Si je prends un des points que je le mets à l'infini, voilà, mettons P4, ben, je le remplace par l'infini, j'obtiens l'équation du plan qui passe par les 3 points. Voilà. Donc ça, c'est sympa parce que ben, avec le même opérateur, on est capable de gérer ben, maintenant un petit peu plus d'objets géométriques. Et puis ça, ben, éventuellement, ben, c'est cool, quoi. Alors là, je vais parler d'un
un peu de la suite, du dual. Ce n'est pas le même dual que tout à l'heure pour Grassmann-Calais, parce que maintenant, on a le droit d'utiliser le produit géométrique. Alors, peu importe la formule, ça ne nous intéresse pas trop. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a le droit, on a le droit de dualiser. Voilà. Et le fait de dualiser un objet, qu'est-ce que ça fait? C'est juste comment on en fait cette formule-là. En fait, ça se calcule très, très vite. En fait, ce qui est sympa, c'est que quand je faisais A wedge B tout à l'heure, j'étais en train de faire grossir un objet. Et maintenant, si je fais le wedge du dual de deux objets, j'obtiens l'intersection duale de ces deux objets. Donc, j'obtiens l'intersection. C'est un peu comme tout à l'heure, on est capable de faire des intersections. Ah, c'est pas mal ça. Alors là, je vous mets une sorte d'image récapitulative. Je vous ai mis pas mal d'objets là, donc des plans qui s'intersectent avec une droite, des sphères qui s'intersectent avec un cercle, ou sphères et plans qui s'intersectent avec une sphère, des droites qui intersectent voilà, des plans avec un point. Bref, je vous ai mis en vert toutes les intersections qu'on peut avoir dans ce cas-là. Et là, en gros, première chose, calculer les intersections, c'est super facile. C'est en une ligne. C'est juste, je prends mes deux objets, je les mets en dual, et je fais le wedge et j'obtiens l'intersection dual. Donc, du coup, faire les intersections d'objets, ça devient très, très, très simple. Et il y a autre chose, moi, qui m'intéresse bien, c'est que si on regarde un petit peu il y a un objet qui est assez particulier dans cette algèbre-là, c'est la paire de points. En gros, quand je fais l'intersection, mettons, d'un rayon et d'une sphère, quand on fait un ray tracer, par exemple, on se dit, tiens, j'ai deux points d'intersection, et puis je regarde le premier, etc. Et en fait, c'est pas très logique, hein. Là, on a quelque chose de beaucoup plus logique. On obtient une intersection, c'est un objet, enfin, c'est l'intersection avec un objet qui s'appelle une paire de points et qui possède deux points. C'est ce qui est beaucoup plus logique, hein. Et donc voilà, donc un objet, c'est paire de points. Alors c'est l'intersection avec une droite et une sphère ou autre, hein, voilà, hein. Voilà. Et cette paire de points, en fait, elle appartient à la famille des objets ronds. En fait, dans les objets ronds, il y a les sphères, dans cet algèbre, les sphères, les cercles et les paires de points. Je pourrais expliquer pourquoi, mais ce n'est pas forcément trop l'idée aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce côté, objet rond, c'est qu'un objet rond, il a un rayon. Et là, pour une paire de points, le rayon, c'est la distance, on va dire, entre les deux points. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau des dégénérescences. Si vous faites l'intersection d'une droite et puis d'une sphère, OK, vous avez vos deux points, vous pouvez les extraire, j'ai deux points, voilà, ils sont là, hein, super. Si vous modifiez un petit peu votre rayon et que finalement il est tangent, en fait, votre paire de points, elle existe encore et elle a une propriété spéciale qui nous dit, attention, là, c'est une paire de points qui est un peu particulier, c'est un vecteur tangent. Donc là, non seulement il vous dit, en fait, les deux points sont confondus, mais en plus, il vous donne une direction, ce qui est plutôt sympa. Et alors, accrochez-vous, là, ce qui est sympa, c'est que s'il n'y a pas d'intersection, vous obtenez quand même une paire de points. Mais cette paire de points, elle est imaginaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imaginaire? Ça veut dire qu'en fait, le rayon de cet objet rond, il est négatif. Donc là, alors, ça ne parle pas beaucoup, hein, ce serait une distance qui serait négative, là, mais en gros, le rayon entre ces points-là est négatif, et plus je m'écarte, plus il est fortement négatif, on va dire, hein. Voilà. Alors, pour un programmeur, en fait, c'est cool parce que on va dire, quand on fait des calculs, ça ne plante pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il vous donne un résultat. Après, vous pouvez vérifier, hein, si jamais c'est important. Si c'est important pendant le calcul de savoir si l'intersection elle est réelle ou imaginaire, on teste, hein, c'est facile, mais on n'est pas obligé de le faire. Et donc ça peut soulager du code. Éventuellement. Parce que cette paire de points-là, en fait, on peut en faire plein d'autres choses après, trouver le plan tangent, etc. Et qu'il y ait une intersection ou pas, finalement, on s'en fout, hein, éventuellement. Donc, ça peut être pas mal de... Voilà, des fois, on n'a pas besoin de savoir, hein, si c'est réel ou imaginaire. Bref, donc là, moi, j'aime bien. Alors, peut-être pour mieux comprendre, le coup du rayon, là, on le comprend mieux avec des sphères, hein. Donc, l'intersection de deux sphères, c'est un cercle. Mais si jamais les sphères sont tangentes, on a un bivecteur tangent. Et si elles sont disjointes, on obtient des cercles à rayon négatif. Et donc là, c'est quelque chose, voilà, c'est là où on est content d'avoir les nombres complexes qui sont cachés dans notre produit géométrique. Voilà. OK, il me reste à peu près 5 minutes là pour vous parler d'implémentation. Et en 5 minutes, je devrais y arriver. Je pense, allez, je vous parle un peu ce qui fâche, ce qui peut fâcher, et ce qui a été très, très mal vendu par les matheux, et qu'en informaticien, on comprend mieux. Dans l'algèbre que je viens de vous montrer, en fait, on est en 5 dimensions, E0, E1, E2, E3, E infini pour un vecteur. Mais un bivecteur, il a 10 composantes, un trivecteur 10 composantes, etc.
On se dit, mais attendez, en tout, ça fait 32. On dit, mais attendez, 32 composantes, moi, je ne vais jamais stocker ça. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est trop, quoi. Je veux dire, déjà 4, c'est pas mal, mais 5, bon, ok, mais 32, non. En fait, il n'y a pas du tout besoin de stocker ça parce que si j'ai un vecteur ou un point, j'ai que ces composantes qui sont non nulles. Le reste, c'est que des zéros. Je n'ai pas besoin de le stocker. Je sais que c'est un vecteur, c'est bon. Si j'ai un bivecteur, je n'ai pas besoin de stocker, de tout stocker. Hein. Enfin, tout le reste, je ne stocke pas. Donc, en gros, moi, il suffit juste que je sache si j'ai un vecteur, un bivecteur, un trivecteur, et tout le reste, je ne stocke pas. Et dans ce cas-là, je ne vais pas perdre grand-chose. Typiquement, si c'est un trivecteur, c'est soit un cercle, et là, tous les coefficients sont pris, soit c'est une droite, et là, j'ai 4 coefficients qui sont nuls. Si je les stocke, éventuellement, ce n'est pas la mort, ou sinon, je ne les stocke pas. Voilà. Donc, globalement, en termes de structure, de stockage, évidemment, on ne stocke pas tout. Voilà, donc ça, c'est un point un petit peu important. Et puis, ça, c'est comment nous, on stocke, mais je le passe. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est en termes de calcul, comment on fait? Bon, ben, une bonne façon de faire quand on fait une lib, c'est on fait les précalculs et on stocke ça quelque part et ça marche bien. C'est ça qu'il faut faire. Un peu comme un cross-product, hein, on fera une fonction et puis c'est bien. Quoi, voilà. Ça marche très bien. C'est ce qu'on fait pour les petites algèbres. Mais pour les algèbres en grande dimension, le code, il va être trop gros. En gros, on peut avoir des codes qui font plusieurs centaines de mégas, ça ne va pas le faire. Et pour les très grandes dimensions. Et puis, en métaprogramming, en métaprogramming, c'est quand on fait le calcul à la compilation. On peut être content de générer les produits à la compilation. Et dans ce cas-là, on n'a pas envie de précalculer, il nous faut des formules pour calculer tout ça. Et si on utilise des formules un peu standards, voilà ce que ça donne. Typiquement, je prends un exemple là, 3E2 plus 2E3, wedge, voilà ce truc-là. Là, si je distribue le wedge par rapport à l'addition, eh bien, je commence. Alors, 3E2, wedge, 4E12. Et alors, ce truc-là, j'ai mis une flèche rouge en dessous. Parce que ça fait 0. Il n'y a pas besoin de faire le calcul. E2, wedge, E2, ça fait 0. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là, on est en train de faire un test pour rien quand même. Hein. Ensuite, 3E2, wedge 2, E13, ça marche. Je l'ai mis en bleu, on fait le calcul et c'est bien. Après, 2E3, wedge 4, E12, ça marche, c'est en bleu. Par contre, 2E3, wedge 2E13, c'est pareil. E3, wedge 3, ça fait 0. Ce n'est pas la peine de le faire. Je l'ai mis en rouge là. Et là, on s'aperçoit que si on fait la version standard, c'est bien, mais il y a des calculs qu'on va essayer de faire alors qu'ils ne servent à rien. Ce n'est pas la peine. Donc nous, ce qu'on a fait avec mon ancien doctorant, c'est qu'on s'est penché sur ces calculs et on présente une nouvelle façon de représenter un multivecteur. Bon, en fait, là, c'est les scalaires, les vecteurs, les bivecteurs et le trivecteur. Et si on utilise un arbre préfixe pour ça, ce qui est sympa, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut exprimer tous les produits. Alors là, j'ai mis le wedge, mais tous les autres, ça marche aussi, de façon récursive. Alors, normalement, un récursif, on va dire, ça ne nous fait pas rêver normalement, hein, mais bon, c'est quoi l'intérêt de le faire en récursif? L'intérêt de le faire en récursif, c'est que tous les calculs qui menaient à 0 tout à l'heure, là, les calculs inutiles, ne seront jamais appelés dans l'arbre de récursivité. Là. Jamais. Autrement dit, en termes de complexité, eh bien, on est vachement meilleur. Alors là, je mets la complexité, dans le pire des cas, c'est 3 puissance d, où d, c'est la dimension de l'espace vectoriel. Et alors que la version normale, c'est 4 puissance d. Là, ça ne paraît pas beaucoup hein, comme différence. Il y a une différence qui est exponentielle hein, quand même. Hein. Donc, je veux dire, c'est beaucoup hein, comme différence. Et alors, pour les petites dimensions, comme tout ce qu'on a vu hein, jusqu'à présent, en fait, on s'en fout de ça, parce qu'on peut tout précalculer. Il n'y a pas besoin de le faire à la volée. Et si on le faisait à la volée, d est tellement petit que ça ne change rien. Mais dès qu'on monte dans les grandes dimensions, là, ça peut commencer à faire une grosse différence. Voilà, donc ça, c'est une de nos contributions. Comme je crois que ça va bientôt être clair, ça va être... Ah oui, peut-être dernière chose, avec cet arbre préfixe, on est capable de... Alors, ce qui est rigolo, hein, c'est quand on parcourt l'arbre préfixe, mais à l'envers, en partant de la feuille la plus basse, en fait, au signe près, hein, on est en train de lire le dual. Et ça, c'est assez marrant parce que cet arbre préfixe, il encode également le dual. Ce que ça veut dire, c'est que si je veux dualiser un objet, je n'ai pas besoin de le faire en fait. Il suffit juste que je commence à le lire par la fin, quoi. Ce qui est pas mal. Et récursivement, en fait, ça permet de ne pas avoir besoin de dualiser l'objet. Je fais un produit directement avec son dual, immédiatement, en changeant un tout petit peu la formule de récursivité. Là encore, hein, ça, c'est vraiment un truc d'informaticien. Les mathos, ils s'en foutent de ça, ils ne le font pas. Et ils ne sont pas très sensibles aux problèmes de complexité. Et c'est en ça que nous, on peut apporter quelque chose en informatique. Hein, voilà.
Voilà, donc cette algèbre-là, ces opérateurs pardon, récursifs, nous, on en a fait un générateur de lib avec Stéphane. C'est en gros, quand on définit notre algèbre, vous avez, en fait, vous dites, ouais, moi, mon algèbre, c'est en telle dimension, avec telle métrique. Et ben, nous, notre truc, il vous génère la librairie C++ qui implémente votre algèbre avec un binding Python, puis on génère des exemples, des cheat sheets, etc. Donc comme ça, si vous l'essayez, ben, c'est cool parce que voilà, c'est facile, c'est du C++. Donc voilà un petit peu pour les implémentations. Et ma conclusion, au final, hein, c'est que les algèbres géométriques, là, alors ce que je vous ai montré, c'est une toute petite partie. Hein, on fait beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mais quand même, moi, j'espère que ça donne envie. Et surtout, j'espère que, voilà, qu'on se dit, tiens, peut-être que je peux résoudre des calculs ou l'utiliser peut-être quelque part. Et si jamais vous voulez faire des tests, vous pouvez utiliser Garamond, donc c'est sur GitHub, hein, en C++. Si vous voulez que ça aille vite et que c'est pour faire des quaternions duo, n'hésitez pas, prenez Klein, c'est super bien codé. C'est très, très, très bien codé et ça ira plus vite que GLM. Voilà. Donc, si vous faites des quaternions, prenez ça, n'hésitez pas. Hein, voilà. Et si vous voulez quelque chose de plus visuel, il y a Ganja avec Coffee Shop qui fonctionne en JavaScript. Et en fait, c'est ce que j'ai utilisé ici. Hein. Ça, c'est Ganja. Hein. Voilà, on voit ici, hein, c'est Ganja. Ça permet de faire des tests directement. Alors là, je ne vous ai pas mis d'habitude, il y a le code sur le côté, je l'ai enlevé pour que ce soit joli. Hein, mais là, je suis en mode full screen, mais si je l'enlève, je pense que non, il ne veut pas. D'habitude, voilà, là, il y a le code à côté qui fait tourner tout ça. C'est quoi? C'est 50 lignes de code. Hein. Voilà. Voilà, donc si vous voulez essayer, c'est plutôt cool. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai fini. Voilà, voilà. Et donc voilà. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut applaudir comme on peut en ouvrant nos micros ceux qui veulent. Et donc, merci beaucoup pour ce talk. Donc, s'il y a des questions, je vous laisse la parole ouverte pour les questions. Et s'il y en a qui préfèrent avoir des questions non enregistrées, je laisserai un moment une fois que l'enregistrement sera terminé. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question. Il n'y a personne. Oui, Giuseppe. Vincent, déjà merci pour cet exposé très très clair. Et alors, j'avais une petite curiosité, une question, une curiosité. La question est, est-ce que, bon, tu nous as montré en fait deux métriques de la partie projective, de la partie conforme. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez exploré d'autres genres de métriques, voilà, complètement arbitraires? Et la petite curiosité, est-ce que le logiciel que tu as mentionné, Ganja, peut nous permettre de jouer avec n'importe quelle métrique? Alors, est-ce qu'on a exploré d'autres métriques? Ouais, on en a exploré plein, plein, plein. Alors, en gros, dans les connus, on va dire, il y a celle que j'ai montrée peut-être pour… est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Alors, il y a celle-ci, Spacetime, elle est vraiment connue. Moi, je ne l'ai pas utilisée ici, mais les physiciens l'utilisent beaucoup. C'est à tomber par terre. En fait, ce truc-là, en physique, pour l'algèbre géométrique, ça permet de regrouper, on va dire, une algèbre pour faire des calculs dans l'espace-temps. Et les rotations, suivant l'axe qu'on prend, on a un axe, on va dire, un axe un peu particulier. Et en fait, soit on fait une rotation dans l'espace, soit on fait une rotation dans l'espace-temps avec les équations en gros, c'est les équations de… Pas d'Einstein, c'est lesquelles, j'ai oublié. Mais en gros, c'est l'équation de la relativité. Donc ça, c'est vraiment super élégant. Enfin, moi, je trouve ça tue, hein, vraiment, c'est super. Donc celle-ci, elle est pas mal utilisée. Ensuite, dans les métriques un peu plus, on va dire, moins connues, il y a des métriques où ce n'est pas des 1 et des moins 1 ou des 0, il y a des valeurs un peu plus, exotiques, des 0,5 qui se baladent. Et c'est encore pour de la géométrie projective. Et là, c'est un petit peu particulier. Alors, ça s'appelle R44. Et alors, les auteurs, ils ont appelé ça Mother Algebra. Alors, en toute simplicité, l'algèbre mère. Voilà, bon. Et ça permet de faire pas mal de calculs en géométrie projective. Ça encore, en vision, je veux dire, c'est super bien, les coniques, les machins, etc. C'est super sympa. Et avec Stéphane, dont j'ai mis la photo tout à l'heure, là, nous, on a proposé, alors comme on était les premiers à faire une librairie qui peut faire des grandes dimensions, on en a profité pour faire notre algèbre en grande dimension. Et on a fait une algèbre qui s'appelle Quadric Conformal Geometric Algebra,
qui permet de gérer les surfaces quadriques en 3D. Et donc là encore, si on regarde un peu la tête de la métrique, c'est quelque chose d'assez gros. Et puis, pas exotique, hein, mais ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu pour CGA, mais en plus gros, quoi. Voilà. En plus gros. En gros, la métrique, il faut juste qu'elle soit symétrique. Hein, voilà, c'est tout, avec des nombres réels dedans. Donc ça, c'était pour… La deuxième question, c'était est-ce que Ganja, ça permet de faire des exemples, des choses comme ça, c'est ça Oui, est-ce que la métrique est totalement libre Ah oui, voilà. Alors, pour les métriques, la liberté des métriques, en gros, alors, dans Garamond, je vais commencer par Garamond. Dans Garamond, quand vous définissez une algèbre, vous définissez le nom de vos vecteurs de base, la dimension évidemment, votre métrique. Donc, votre métrique, elle peut être dégénérée, elle peut être tout ce que vous voulez, et il vous génère l'algèbre, enfin le programme qui implémente cette algèbre-là, quelle que soit la métrique. Donc là, tu choisis ta métrique et c'est bon, ça marchera. Klein, non, c'est que pour une seule métrique, c'est celle de PGA, et c'est tout. Ganja, on peut définir des métriques, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne peut faire que des métriques diagonales. Ça veut dire que, typiquement, quand on arrive sur CGA ici, qui n'est pas une métrique diagonale, on voit, elle n'est pas diagonale, hein, là, il faut faire un changement de base, et le changement de base, c'est vous qui devez le faire. Donc, il faut définir des variables qui s'occupent de faire le changement de base, et ça, c'est à vous de le faire. Donc, ce n'est pas difficile, hein, mais par contre, il faut le faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que oui, on peut utiliser n'importe quelle métrique avec Ganja. Par contre, alors, il faut être un petit peu fluent, il faut être un peu fort en JavaScript, je crois. Moi, ce n'est pas mon cas, hein, mais voilà. Alors qu'avec Garamond, par contre, non, c'est juste un fichier texte de configuration. C'est super facile de choisir sa métrique. Merci. Nicolas? J'aurais peut-être une question. Oui. Je Oui, peux la poser? Oui, oui. Alors, merci d'abord pour cet exposé vraiment intéressant. Alors, moi, je pose une question très naïve parce que je ne suis pas du tout du domaine, et donc peut-être c'est un peu stupide. Au début, tu as présenté certaines propriétés du wedge, et donc des outer products, etc., et après d'autres. Alors, la question est si pour cette algèbre que tu as présentée, en considérant seulement les axiomes, disons, entre guillemets, oui, on peut définir une classe des algèbres et caractériser cette classe par des axiomes, c'est-à-dire soit une classe équationnelle ou avec quelque chose d'un peu plus général, comme des semi-équations, etc. C'est-à-dire si forme une variété, si on a quelques formes de caractérisation et des théorèmes de représentation, indépendamment de la géométrie, en fait. Indépendamment de l'interprétation géométrique. C'est à partir d'un ensemble d'objets avec ces opérations-là et qui satisfait ces propriétés, je peux dire, je peux décrire une classe d'algèbre et après, par exemple, j'obtiens un théorème de représentation qui me dit que tous les algèbres-là sont, en fait, on les obtient, et en fait, votre algèbre, cette algèbre géométrique représente, dans un sens précis, la classe d'algèbre. C'est ce qu'on fait normalement, le travail et le boulot des algébristes, etc. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Il y a des résultats de ce type? Je vais essayer de répondre à la question, mais je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas sûr de répondre correctement, mais je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas s'il y a du sens, la question, dans ce contexte, mais il semblait intéressant. En gros, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Je pense qu'il y a effectivement deux approches pour considérer ce problème-là. Là, j'ai mis des propriétés, typiquement. Hein, et moi, ce que je fais, c'est que je dis, toutes ces propriétés-là, on peut les retrouver avec des dessins, etc. Et en fait, quand je fais ça, j'ai l'impression, en tout cas, de m'adresser aux informaticiens qui n'ont pas forcément envie de voir des tonnes et des tonnes d'équations de maths et qui ont envie de voir vite fait des propriétés. Et à l'inverse, il y a plein de mathématiciens qui, eux, au contraire, n'aiment pas du tout ce genre d'approche et qui disent non, mais moi, je veux juste qu'on me donne alors précisément tout ce qui est axiome, tout ce qui est définition, tout ce qui est théorème, et moi, je serais convaincu à ce moment-là seulement. Et alors, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a ces deux approches? Très clairement, oui.
Est-ce qu'on peut tout, on va dire, clarifier mathématiquement? Ben oui, c'est ce que font les mathématiciens. Et j'aimerais bien rebondir sur cette question-là pour dire quelque chose. C'est que quand on parle d'algèbre géométrique, moi, je travaille pas mal avec Laurent Fuchs, qui est à Poitiers, et lui, c'est plutôt matheux. Hein. Et en fait, qui est super sympa parce que chaque fois qu'on en parle et qu'on veut en parler, on n'est pas du tout d'accord sur la façon de parler des algèbres géométriques. Et chaque fois que je lui dis, ah, moi, j'ai envie de parler comme ça, il me dit, mais non, les gens, ils vont rien comprendre. Et chaque fois qu'il me montre comment il va en parler, je me dis, attends, mais personne ne va te suivre. Et en fait, et on s'est aperçu, de très, très, très amicalement, on s'est aperçu que les matheux et les informaticiens ne parlent pas du tout de la même façon des algèbres géométriques. Et moi, en recherche, je m'en aperçois, parce que là, on se frotte aux matheux, et on voit qu'on a du mal à se comprendre parfois. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, les slides que je vous ai montrés aujourd'hui, s'il y a des matheux qui voient mes slides, ils ne vont pas aimer du tout. Parce qu'en fait, ils vont se dire, attendez, c'est avec les mains, il n'y a aucune démo, il dit qu'on trouve tout géométriquement, machin, etc., mais il n'y a pas les axiomes, etc. Et à l'inverse, moi, je sais que quand j'ai des collègues matheux qui font des exposés aux informaticiens, les informaticiens sortent et disent, mais j'ai rien compris du tout. Et je ne vois pas du tout où il veut en venir. Il m'a parlé que d'équations, etc., mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et je n'ai même pas d'intuition. Et en fait, on s'aperçoit clairement, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est vraiment important, qu'il faut vraiment un peu choisir son public. Et il y a plein de façons d'en parler. Moi, j'ai choisi, alors ça, c'est ma façon, j'ai choisi d'en parler, on va dire, j'essaie d'être plutôt le côté intuitif. J'aime bien les maths, hein, j'aime bien tout démontrer, mais en présentation, en séminaire, c'est pas marrant. Hein. Et, mais en tout cas. C'est pas une question de présentation. Ouais, peut-être. Hein. C'est pas non, c'est pas une question de présentation, c'est un problème, disons, mathématique clair. C'est-à-dire, si je prends n'importe quel ensemble avec des objets indéfinis, arbitraires, qui satisfait par les propriétés que tu as écrites dans cette transparence, est-ce que je peux être sûr que ça décrit une outer product? Dans quelle mesure je peux être sûr que ça décrit une outer product parmi des vecteurs ou des objets que tu as? Donc, est-ce que, ou ils peuvent décrire aussi autre chose? Il y a d'autres structures qui satisfont ces axiomes qui n'ont rien à voir avec les vecteurs. C'est un peu ce type de question. C'est un problème mathématique, ce n'est pas une question de présentation. C'est une question de ces axiomes-là caractérisent ou pas, ou dans quelle mesure caractérisent les objets dont tu parles. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas une question de l'unicité de l'algèbre, de dire est-ce qu'il y aura d'autres algèbres qui pourraient vérifier la même chose? Enfin, peut-être que oui. En tout cas, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que, alors, typiquement pour le produit géométrique, en général, les informaticiens partent de la définition pour dire ce que ça peut faire. Les mathématiciens disent voilà ce qu'on aimerait que ça fasse, et regardez, on tombe sur cette algèbre-là. Donc, en fait, les deux sont possibles. Et là, c'est très marrant encore. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, tous les informaticiens vont de ce côté-là de la démonstration et les matheux dans l'autre sens. Ce qui n'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, alors là, je pense que ça répond peut-être un peu mieux à ta question. De dire, est-ce que voilà, si je prends ce que ça doit faire, est-ce que je tombe sur cette algèbre-là? La réponse, c'est oui. Pour le produit géométrique, clairement oui, parce que c'est la façon dont les matheux présentent le produit géométrique. Ok, merci. Voilà, c'est intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Aldo? Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. Merci beaucoup, Vincent. C'était un exposé très, très chouette. Cool. Ça donne vraiment envie de lire plus. Et donc, j'ai une question parce que j'étais très surpris quand tu as montré qu'il y avait une librairie qui utilise des algèbres géométriques qui est plus rapide qu'une autre librairie qui existe déjà, qui fait des calculs normaux. Non? Oui. Parce que ce que j'étais en train de... La façon dont je comprenais ce que tu présentais, c'est qu'on avait un formalisme mathématique qui permettait très facilement de savoir ce qu'on était en train de calculer. Au lieu de faire simplement des intersections, des plans pour obtenir un point ou des droites, c'était autre chose. Mais je me dis que ça, ce qu'on voit, c'est la façon de le présenter avec ces trois opérateurs. Mais derrière, quand on veut calculer avec des vraies données, il y a des sommes et des produits. Oui. Et c'est tout, j'imagine. Oui, c'est ça. Sommes et produits, c'est tout. Et donc, si on fait ces sommes et produits avec une algèbre, avec un formalisme ou avec un autre, est-ce qu'il n'y a pas finalement le même nombre de sommes et de produits? Et alors ça, c'est intéressant. En fait, pas nécessairement. Alors,
il y a, si je comprends bien la question, c'est en gros, quand on veut résoudre un problème d'intersection, par exemple, au final, quand j'ai une solution que je la compacte au maximum, en fait, elle est unique, cette solution, et finalement, quelle que soit l'approche, algèbre géométrique ou à la main, algèbre linéaire, etc., à la fin, je tombe sur la même chose et c'est minimal. C'est peut-être un peu ça la question. Et en gros, là, ce que je peux dire, c'est que pour plein de, on va dire, d'opérations simples, l'algèbre géométrique est optimale. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas compacter plus. Pour certaines opérations, on est juste très bon. Ce n'est pas optimal, mais on est très bon. Ce qui est déjà bien, je veux dire, ce qui est déjà pas mal. En plus, comme c'est que des additions des produits de scalaire et rarement des divisions, en fait, c'est très bien foutu pour être optimisé, vectorisé, avec des instructions SSE, etc. Donc, en gros, c'est quelque chose qui est plutôt bien pour être optimisé et rapide. Voilà. Ensuite, ah oui, alors si. Ensuite, une dernière chose. En gros, les algèbres géométriques, ça propose. Il y a des trucs que je ne vous ai pas mis. Hein. En fait, je vous ai dit souvent, un point, il appartient à un objet si point wedge objet égale 0. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que point wedge objet, très souvent, c'est la distance signée entre le point et l'objet. Si la distance elle vaut 0, ben, c'est qu'il est dessus, hein, mais s'il est loin, on a la distance. Alors, ce truc-là, ça veut dire que quand on veut faire, par exemple, un calcul d'intersection entre un rayon et un triangle, par exemple, eh bien, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que on trouve le plan qui supporte le triangle, on calcule l'intersection et on regarde si le point est à l'intérieur du triangle. Nous, on peut faire des trucs beaucoup mieux que ça. On peut calculer si, en premier, le rayon il passe à l'intérieur du triangle, ce qui est très rarement le cas dans un entrée de rayon. En général, non, il ne passe pas à l'intérieur du triangle. Et si c'est le cas, on calcule l'intersection. On peut intervertir les opérations, commencer par l'intersection, puis, pour savoir s'il passe par le triangle. Et si c'est le cas, ben, on calcule l'intersection. Ce sera quasiment jamais le cas, donc c'est une opération en moins à faire. Alors que dans le cas général, un peu naïf, on va dire, on aurait plutôt dit, ben non, je calcule l'intersection et je vérifie qu'elle est au bon endroit. Autrement dit, ces calculs-là, ça peut changer la façon dont on voit un peu dont on aborde nos calculs. Alors, pour le calcul d'intersection avec un rayon et un triangle, c'est bon, c'est optimisé à fond, c'est plus la peine de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les outils qu'on donne, ils peuvent nous permettre de repenser les opérations qu'on a envie de faire dans un ordre différent, qu'on peut faire maintenant, dans un ordre différent, et parfois plus optimal. Ou par exemple, l'intersection entre un rayon et un cercle. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On a un cercle, on veut savoir est-ce que le rayon il passe à travers ou pas. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que c'est chiant à faire, c'est compliqué à faire. Mais là, en algèbre géométrique, ça devient super simple. Donc, c'est une opération qu'on ne faisait pas avant parce qu'elle était compliquée. Maintenant qu'elle est simple, peut-être qu'on peut la faire, ça peut nous rendre service. Donc, en gros, j'extrapole un peu la question, mais est-ce que ça ne revient pas au même? Souvent, si, parfois, non. Voilà. D'accord, parce que c'est intéressant, parce que ce que je vois, c'est qu'avec cette algèbre, tu l'as très bien expliqué, tu as une méthode qui génère du code. Ouais. Et à partir de l'algèbre, tu peux générer les fonctions, parce qu'en dimension 17, personne ne veut le faire la main. Et personne ne veut voir si cette ligne, je l'ai fait avant ou après, parce que c'est un calcul, je vais l'utiliser plus tard, parce qu'il y a 1000 combinaisons de faire ça. Ouais, c'est trop pénible à faire ça. Il faut que ce soit une machine qui le fait. Ouais. C'est comme un produit vectoriel, mais beaucoup plus long, quoi. Donc, c'est pénible. C'est pas marrant à faire ça. Ben, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les matrices, en fait. Hein. Quand tu fais des transformations avec les matrices, ben, à deux niveaux. Hein. Tu as celui qui a codé les produits matriciels et qui s'est dit, ben, tiens, je vais optimiser, machin, etc. Et tu as celui qui dit, mais non, moi, je fais juste une matrice de translation, de rotation, je les multiplie, puis c'est bon, quoi. Il n'a pas besoin d'avoir le détail. Hein. Ça ne l'intéresse pas, le détail. Lui, il veut juste, c'est un utilisateur, c'est tout. Ben, nous, c'est pareil. En fait, on a deux niveaux. Il y a celui qui veut savoir comment c'est fait, tant mieux pour lui. Hein. Et puis, il y a l'utilisateur qui dit, non, non, moi, je fais juste des wedges, et puis c'est bon, à la fin, j'ai mon objet, puis ça va. Hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin de savoir ce qu'il y a dedans, hein, ça tout à fait. Hein.